Salut à tous, bienvenue dans le cinéma de Robin. Je voulais d'abord vous souhaiter une belle année 2025, remplie de soleil, de bonne humeur et surtout de bons films. Et comme ça fait bientôt un an que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je souhaitais vous présenter un réalisateur que j'aime particulièrement. Je voulais vous raconter son parcours, je voulais piocher dans sa filmographie, je voulais vous dire pourquoi je l'aime autant, et j'espère que vous aurez l'envie de redécouvrir ces films ou de les découvrir pour la première fois à la suite de ma vidéo. En tout cas, c'est le but que je me suis fixé. Bref, attachez vos ceintures. Aujourd'hui, on parle du cinéma de Gaspard Noé. Alors d'abord, c'est quoi? Ou plutôt, c'est qui Gaspard Noé? Bon, d'abord, avant de commencer, il faut quand même que je vous prévienne un petit peu. Dans le cinéma de Gaspard Noé, l'homme est un loup pour l'homme. On y voit des viols, de l'inceste, de la drogue, la violence est dépeinte dans toutes ses formes possibles, on côtoie les drogués au plus près, chacun peut tout perdre en moins d'une minute, on est témoin des plus grands vices qui gangrènent l'être humain, la violence, le sang, les ambiances anxiogènes, Noé ne semble reculer devant rien. Les personnages se battent, se vengent, se violentent dans tous les sens, se font du mal à eux-mêmes pour encore plus en faire aux autres, et vont jusqu'à se finir à grands coups d'extincteur dans la face, au plus profond d'une boîte de nuit gay BDSM dans une ambiance infernale. Bref, vous l'aurez compris, le cinéma de Gaspard Noé, C'est scandaleux! et j'adore ça. Les films de Gaspard Noé se caractérisent le plus souvent par une approche sensorielle, provocante et immersive. Il entremêle des thèmes sombres comme la violence, la drogue, la sexualité, la mort. Il utilise des effets stroboscopiques aveuglants et des angles de caméra particulièrement inhabituels pour plonger le spectateur dans une expérience qui soit à la fois physique et psychique, où sa réaction sera mélangée entre la peur d'une violence animale et soudaine, mais également à la fascination d'une chorégraphie de caméra complètement inhabituelle, qui peut fasciner autant qu'elle peut dégoûter certains spectateurs. Son style, à Noé, est souvent qualifié de brutal, d'hypnotique et de transgressif, car il explore les limites de la perception et de la morale. Ce qui fascine Gaspard Noé, et ce qui est frappant quand on commence à étudier sa filmographie, ce sont les histoires racontant une catastrophe sociale, dans lesquelles une société, à comprendre un groupe de personnes liées par un contrat social, vivent dans une bulle où tout va bien, pour le mieux, ce qui permet de poser les bases d'une entente relativement sereine. Tout va bien jusqu'au moment où soudainement tout va mal. Ce sont des films comme Prova d'Orchestra de Fellini ou La Tour Infernale de John Guillermin et de Irving Allen qui ont inspiré ce genre de narration à Noé. C'est une chose qui traverse son cinéma, comme un moment où tout d'un coup, les règles fondamentales qui régissent l'entente d'un groupe de personnes s'abolissent et où il faut être le plus cruel et le plus haineux pour survivre. Ainsi, ces films se distinguent par une représentation de la philosophie des foules, de la violence de l'homme sur son prochain, mais toujours dans une approche quasi étude de société. Mais surtout, ce qui me passionne chez Noé, c'est que les scénarios de ces films peuvent sembler légers ou faciles, mais qu'ils expriment beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Il a aussi l'habitude de ne pas laisser son casting lire le scénario trop longtemps afin que les actrices et les acteurs puissent incarner leur rôle avec leurs tripes et leurs ressentis sur le moment, ce qui renforce l'aspect d'un cinéma réaliste et artisanal. Pour vous présenter un peu le personnage, Gaspard Noé est né à Buenos Aires en 1963 d'un père peintre et d'une mère assistante sociale. Il grandit entre Buenos Aires et New York avant de quitter l'Amérique à 13 ans pour la France, plus précisément pour Paris. Il suit, à partir de 17 ans, des études de philosophie et de cinéma à l'École nationale supérieure Louis Lumière, d'où il sort diplômé 2 ans plus tard. En 1985, Gaspard Noé écrit et réalise son premier court-métrage de 18 minutes, dans lequel il tient un rôle avec son père. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Lucille Adzialolovic. Il deviendra sa monteuse, avec qui il fondera la société de production Les Cinémas de la Zone, qui produira la plupart du temps que les films de Gaspard Noé, à commencer par ce qui sera sans doute son premier coup d'éclat, Carne, un moyen-métrage de 40 minutes qui suit la vengeance d'un boucher chevalin interprété par le regretté Philippe Naon, qui entretient une relation ambiguë avec sa fille handicapée mentale. Suite à une suspicion d'agression sexuelle sur celle-ci, sa réaction violente le mènera en prison et il perdra tout ce qu'il a construit dans sa vie. Après de nombreuses difficultés pour réaliser Carne et après avoir participé à divers projets dans des longs, des courts et des moyens métrages, Noé commence enfin à tourner ce qui sera son premier long métrage, Seul contre tous. Une suite de la vie du personnage du boucher, toujours interprété par Philippe Naon, après sa sortie de prison.
Nous suivons ce personnage désabusé, nihiliste et parfaitement antisocial dans sa quête pour retrouver sa fille, placée dans un hôpital psychiatrique par les services sociaux, le tout accompagné par la voix off de Philippe Naon, qui nous emporte dans sa vision absolument défaitiste de l'être humain et dans sa haine de son prochain. Le court-métrage Carne et sa suite Seul contre tous présente enfin le cinéma de Gaspard Noé comme un cinéma déjà provoquant et sans concession dans ses personnages et comme dans sa narration. Seul contre tous sera interdit aux moins de 16 ans et remportera à Cannes en 98 le prix de la semaine de la critique. Puis d'autres films suivront, qui seront tous des expériences sociales radicales, flirtant toujours avec le danger et la provocation. Ces films épouvanteront autant qu'ils fascineront. Dans cette vidéo, je ne voulais pas vous raconter dans le détail la vie de Gaspard Noé, je voulais vous présenter 3 de ces films qui constituent selon moi son style propre et comment ce dernier a évolué, restant relativement fidèle à son créateur. Je voulais vous parler de 3 films de Gaspard Noé et on commence tout de suite par celui que tout le monde connaît, celui qui cache un peu la forêt, celui qui a provoqué Cannes et qui a renversé le cinéma français. On parle bien sûr d'Irréversible. Irréversible est sorti à Cannes en 2002 avec Monica Bellucci et Vincent Cassel, ils étaient d'ailleurs encore en couple à l'époque, et Albert Dupontel. Ce film fut un véritable choc pour la France entière et surtout pour le Festival de Cannes qui l'a accueilli de façon plutôt tiède, on va dire ça. Le film raconte, de manière inversée, le viol d'une femme nommée Alex, ainsi que la quête absolument insoutenable de vengeance de son compagnon, accompagné par son meilleur ami. Irréversible est terriblement éprouvant et déchirant. C'est un film qui a déclenché des réactions dithyrambiques, allant de la colère au dégoût et à la répugnance, mais il fut également reçu comme un ovni incroyablement fédérateur d'un cinéma nouveau, qui ose défier la morale et qui brave les tabous pour illustrer, de la manière la plus explicite qui soit, ce qu'est vraiment un viol. Et c'est sans doute le film le plus féministe de la filmographie de Noé. Permettez-moi de m'expliquer. Irréversible, de par sa haine, sa violence, et par sa fameuse scène de viol, prend sur lui la volonté d'être un film explicite, mais surtout fidèle à la réalité, qu'ont vécu tant de femmes et tant d'hommes. Il prend sur lui le parti de décrire ces réalités affreuses que personne ne devrait vivre. La violence de ce film, et surtout celle de cette scène d'agression, qui est filmée en plan séquence, en caméra fixe, une scène qui dure 10 minutes environ et qui est aussi parsemée de détails qui la rendent plus réelle, plus crue. Je pense notamment à l'apparition d'un homme qui passe au loin derrière les personnages et qui est témoin de ce qui arrive, qui semble hésiter pour finalement partir. Tout cela offre à cette scène son réalisme le plus sincère. La violence de ce film semble, selon moi, vouloir illustrer un acte odieux dans toute sa vérité et dans toute son horreur, dans le but de nous dire « voilà ce que c'est ». Et personne n'a le droit de filmer ça d'une autre manière, car ce serait hypocrite. Je pense que cette scène affreuse porte sur elle toute la vérité et toute l'horreur qu'elle représente pour rendre hommage à toutes les victimes de violences sexuelles de par le monde. J'y vois un lien très fort avec une œuvre tout à fait différente, mais je pense que vous me pardonnerez cette digression. Quand le peintre Caravage a peint la mort de la Vierge en 1606, ce n'était pas pour représenter au peuple des anges venus chercher la Vierge dans un rayon de lumière divine avec des violons et des étoiles. Dans ce tableau, la mort est là et elle a fait son œuvre. Rien n'est épargné, seule la vérité est montrée. Elle règne seule, elle est nue, elle est froide, mais elle est sincère. Je pense qu'il en est de même pour Irréversible. Car c'est un film d'une grande violence qui commence au plus profond de l'enfer pour remonter le temps comme on remonte vers le paradis, comme le confiera Albert Dupontel lors de la conférence de presse à Cannes en 2002 au moment de la sortie du film. Mais également, c'est un film qui plonge dans l'âme humaine pour en ressortir la plus repoussante mais également la plus pure des vérités. Nous sommes tous susceptibles de subir et de vivre les horreurs démontrées dans ce film. Pour fêter les 20 ans d'Irréversible, Gaspard Noé réalise un véritable tour de force en 2022 en réalisant une version chronologique de son film. En le faisant remonter à l'endroit du début à la fin et sans retourner ni modifier une scène ou une autre, il crée un véritable tour de force narratif. Ce n'est plus le même film. En montant Irréversible de la fin au début en 2002, Noé raconte davantage l'histoire des personnages de Vincent Cassel et nous explique pourquoi son personnage apparaît ainsi à l'écran. Nous comprenons, au fur et à mesure de nos revisionnages, quels furent les choix du personnage de Cassel, nous découvrons sa réaction et nous remontons le fil de ces diverses rencontres qui ont mené Vincent et son ami dans une telle situation.
Là où la vengeance de Cassel est vraiment représentée et que nous parcourons son histoire, le personnage de Monica Bellucci semble avoir une importance quand elle subit une expérience terrible, mais le reste de sa présence à l'écran est surtout occulté par cette fameuse scène. Alors que dans la version remontée de 2022, alors qu'aucune scène n'a été retournée, ni supprimée, ni rallongée, ni rien, nous avons là une toute autre histoire qui s'écrit devant nos yeux. Il est incroyable de constater que le personnage autour duquel est censé tourner toute cette histoire prend ainsi tout son sens. C'est alors qu'Irréversible devient littéralement l'histoire du personnage de Monica Bellucci, une histoire qui suit ses tourments, ses amours, ses angoisses. Comme si les raisons qui ont poussé Gaspard Noé à tourner cette fameuse scène dans la première version du film ne suffisaient pas, voilà qu'il rend hommage de manière quasiment involontaire et nonchalante au véritable premier rôle de son film, les femmes et les hommes et toutes les personnes ayant vécu une expérience aussi traumatisante. Je ne peux que vous conseiller de voir ou de tenter de revoir Irréversible, car elle est l'un de ces rares films français à pouvoir démontrer toute l'horreur et la pire des violences que l'on peut causer à un être humain, tout en rendant hommage à toutes les victimes, en leur offrant la vérité, la justice et la reconnaissance qu'elles méritent. Après avoir traumatisé Cannes avec Irréversible, Gaspard Noé réalisera plusieurs courts-métrages et reviendra au cinéma 7 ans plus tard avec une œuvre totalement différente du film dont nous venons de parler, une œuvre qui interroge la vie, la mort, la réincarnation et également l'amour fraternel, et ce film s'appelle Enter the Void. Le film commence dans un appartement à Tokyo, loué par deux frères et sœurs, Oscar et Linda, deux jeunes Français orphelins qui ont perdu leurs parents dans leur enfance suite à un accident de voiture. Séparés dès leur plus jeune âge par les services sociaux et ayant grandi séparés l'un de l'autre, Oscar décide de faire venir sa sœur à Tokyo alors qu'il commence à se faire un peu d'argent en vendant de la drogue un peu partout et à faire des choix de moins en moins judicieux. Un soir, alors que Linda part travailler de nuit, Oscar reçoit un appel d'un de ses amis qui lui demande de le rejoindre dans un bar avec sa cam. Au moment de retrouver son ami, les policiers se jettent sur Oscar. Ce dernier s'enferme dans les toilettes pour faire disparaître la drogue qu'il a sur lui, mais un coup de feu retentit et une balle le traverse. Oscar meurt, mais son âme s'envole. S'ensuit une quête dans ses souvenirs terrestres, lui qui avait juré de veiller sur sa sœur et de ne jamais l'abandonner. Cette fois, Gaspard Noé nous plonge dans un univers métaphysique et complètement expérimental qui englobe toute son œuvre et tout le style qu'on lui connaît depuis Seul contre tous. Le film est exclusivement filmé en caméra subjective, c'est-à-dire qu'il est filmé à travers les yeux du personnage principal, Oscar. Quand la caméra filme son copain en train de lui parler, c'est qu'Oscar est en train de le regarder. Gaspard Noé a voulu s'inspirer du livre tibétain des morts de manière allégorique en respectant au mieux les différents passages qui y sont dévoilés et voulant se rapprocher d'une mise en scène comme toujours profondément esthétique mais également sensorielle. Je garde surtout en mémoire cette caméra subjective qui survole une maquette de Tokyo qu'un des personnages du film a fabriqué chez lui, mais qui représente surtout l'âme d'Oscar qui survole le vrai Tokyo à la recherche de ses proches avant de disparaître dans l'au-delà. En donnant sa chance à un casting de débutants et d'inconnus, Gaspard Noé espérait ne pas occulter le message même de son film par la présence de têtes d'affiche trop connues. Linda est jouée par une mannequin brésilienne du nom de Paz de la Huerta. Mais les interprètes d'Oscar et d'Alex ne sont absolument pas des acteurs, ce qui renforce l'identification à ces personnages qui sont interprétés quasiment par de véritables personnes qu'on pourrait rencontrer dans la vraie vie, ce qui renforce également le côté véritable et viscéral du cinéma de Noé. C'est un choix de casting qui traverse son œuvre. Le film sera projeté à Cannes en 2009 en compétition officielle, mais ne remportera aucune palme, et sera néanmoins récompensé du prix de la meilleure photographie pour Benoît Despy, ainsi que du prix du jury pour Gaspard Noé au Festival international du film fantastique de Catalogne. Enter the Void est un projet que Gaspard Noé mûrit dans sa tête depuis plus de 20 ans. Au début, le projet s'appelait Soudain le vide. Ce long métrage est empli des plus profondes obsessions de Noé, la mort, le sexe, la drogue, la violence qui nous concerne tous, mais également on y trouve une véritable thèse sur la question de la métaphysique et de la réincarnation en suivant les divagations d'Oscar dans 3 thèmes différents, les conséquences de ses actes malheureux, une quête de ses souvenirs terrestres pour finir vers une possible réincarnation, tout ça dans un quasi unique plan séquence philosophique. Mais un autre thème se retrouve dans Enter the Void, l'amour. Celui d'une sœur pour son frère, l'amour d'une mère pour ses enfants, mais également il s'agit d'un amour qui doit se battre pour vivre, pour exister.
Le film représente aussi les épreuves impossibles qu'il doit traverser pour s'exprimer, ainsi que des décisions tragiques qu'il fait prendre et des conséquences qui adviennent par la suite. On peut également apercevoir dans ce film une des nombreuses passions de Gaspard Noé et qui traverse son cinéma, celle pour la méprise, pour l'accident, cette passion pour le hasard qui peut faire flancher le destin de n'importe qui. Ce qui arrive au personnage de Monica Bellucci, ce qui détruit sa vie, arrive d'une autre manière à Oscar et Linda lors de l'accident qui coûte leur vie à leurs parents. Cet accident finira par bouleverser leur enfance, ce qui les séparera. Comme toujours chez Noé, le hasard pèse de tout son poids sur le destin. Il est clair que Enter the Void est difficile à analyser et à théoriser, mais il est de ces films qui proposent un trip, un voyage, une expérience sensorielle, qui vous marquera profondément si jamais vous décidez de le regarder. Pour ma part, il s'agit très clairement de mon film préféré réalisé par Gaspard Noé, et il est présent dans mon top 10 de mes films préférés. Après avoir réalisé Enter the Void, Gaspard Noé proposera une histoire d'amour et de regret dans laquelle des scènes de sexe non simulées seront montrées à l'écran. Le film s'appelle tout simplement Love. Il est sorti en 2015. Ça parle de Murphy qui décide de remonter dans ses souvenirs afin de chercher comment il a foiré sa dernière relation et comment il a trompé son ex. Une véritable quête de l'amour déchu, mais également un film dans lequel Noé questionne son propre style et son propre cinéma. Puis, il refera surface en 2018 avec Climax, dans lequel une troupe de danseurs de hip-hop se rassemble autour d'une sangria sans savoir que celle-ci est dopée au LSD. Le film démontre, en un quasi unique plan séquence, le bad trip de tout un groupe qui plonge dans l'animalité la plus totale. Puis en 2021, Gaspard Noé va revenir à un cinéma beaucoup plus personnel et surtout à un projet qui lui tient à cœur, un film sur les derniers jours de la vie d'un couple de personnes âgées. Le film s'appelle Vortex, et pour la deuxième fois de sa filmographie, Gaspard Noé fera appel à de véritables têtes d'affiche. Le casting sera composé de Dario Argento, un immense réalisateur italien. Dario Argento, notamment réalisé Suspiria, Le frisson de l'angoisse, L'oiseau au plumage de cristal, etc. Sa femme sera interprétée par Françoise Lebrun, une actrice française de la nouvelle vague, surtout connue pour son rôle de la mère dans La maman ou la putain de Jean Eustache. Puis le fils du couple sera interprété, et c'est bien étonnant de le croiser ici, par Alex Lutz. Vortex commence par une scène de la vie quotidienne où le couple partage un petit verre sur leur terrasse et où tout semble aller pour le mieux. Mais à leur réveil au matin, une ligne les sépare et scinde l'écran en deux. Le couple est séparé par la vie, par la vieillesse, et le film sera raconté à travers un split screen, c'est-à-dire que l'écran sera divisé, deux images, deux visions du film seront présentées à l'écran, mais elles seront toujours différentes. Et les deux personnages ne seront plus ensemble sur le même plan d'image pour bien signifier qu'ils commencent à se séparer et à disparaître l'un pour l'autre. Vortex a été inspiré à Gaspard Noé par le fait qu'il avait failli mourir des suites d'une hémorragie cérébrale et surtout de son expérience difficile où il fut témoin du combat de sa mère contre la maladie d'Alzheimer. Cette maladie sera celle du personnage de Françoise Lebrun, mais elle ne sera jamais citée dans le film. Il ne fait pas de doute que Vortex a été très inspiré par Amour de Michael Haneke, dans sa volonté de montrer l'amour comme dernier garant des souvenirs que nous avons partagés avec une personne que nous avons aimée et qui disparaît. La chanson qui ouvre le générique d'ouverture du film, à savoir Mon ami la rose, rendue célèbre par la regrettée Françoise Hardy, se pose comme un linceul sur ce couple qui vit son dernier instant ensemble dans ce moment de paix et de sérénité où la vie est encore là et où le couple est encore uni et où tout semble aller bien. Encore une fois, Gaspard Noé ne fait pas de cadeau à ses personnages et nous entraîne dans une chute inexorable où les deux personnes âgées se cramponnent à de faibles souvenirs et à des personnes qui ne peuvent rien pour eux. La fin est démontrée de manière naturaliste, crue et quasiment sans aucun artifice esthétique, contrairement à Enter the Void ou à Irréversible. La mort n'a jamais été racontée de manière aussi vraie, aussi vécue par Gaspard Noé, ce qui fait que son dernier film semble ne pas avoir été réalisé par lui. Sa narration et son rapport à la mort sont différents du reste de son œuvre. Gaspard Noé, vous l'aurez compris, nous confectionne des films comme des expériences sensorielles et esthétiques, des bombes artisanales qui nous plongent dans une vision du monde en proie au danger, à la violence et à la solitude. C'est un réalisateur qui aime les ambiances glauques et anxiogènes, certes, mais le réduire à cela serait selon moi se méprendre. C'est un réalisateur qui a une profonde maîtrise du 7e art,
et de ses narrations, et qui sait diriger ses acteurs afin qu'ils jouent avec leurs tripes et avec leurs émotions les plus réelles. Noé nous offre à voir la profondeur de l'âme humaine, et nous la montre sous la lumière crue des néons et dans toute sa crasse pour en retirer des films naturalistes qui puisent dans la violence et le danger, la représentation d'une humanité en proie à ses addictions et à ses travers, pour en retirer la lumière et l'ombre qui nous habitent tous. Je crois que nous détestons Gaspard Noé, car c'est peut-être un des rares réalisateurs qui nous montre ce que nous ne voulons pas voir, alors que nous sommes entourés de violence et de haine tous les jours. Et si au fond, Gaspard Noé nous avait compris profondément. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été très longue à écrire et à documenter. J'ai surtout pas l'habitude de me concentrer sur 3 films à la fois et de présenter la progression de la filmographie d'un réalisateur. Je sais pas si je retournerai à nouveau à ce format, j'espère que vous aurez compris qu'il est difficile de parler de Gaspard Noé sans avoir vu ses films, qui sont plus profonds qu'ils en ont l'air, j'insiste. En tout cas, j'espère avoir réussi à vous intéresser à lui et que vous essayerez de le redécouvrir ou de découvrir tout simplement sa filmographie. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le pouce en l'air, ça m'aide énormément et ça me motive. On se retrouve très bientôt pour plus de vidéos et plus de cinéma. D'ici là, n'oubliez pas, le temps détruit tout. C'est tout pour moi, et comme dit Tarantino, vive le cinéma.